Sébastien. Bienvenue au Théâtre Poème. Merci. Muriel, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, comment te présentes-tu ? Je suis comédienne, musicienne. Et un peu metteuse en scène. Oui, je démarre la mise en scène. Moi, je connais les secrets, c'est pour ça que j'en profite Ouais. pour le dire. Oui, j'ai un aspect qui m'a toujours un peu effrayée. Je me disais avant, non, jamais la mise en scène. Je ne suis pas assez livresque, pas assez ceci, pas assez cela. Et l'enseignement, au fur et à mesure des années, au bout de 8 années d'enseignement, au terme de ça, il y a un acteur qui est venu me proposer de mettre en scène un texte qu'il a écrit. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai appris à m'adresser à des acteurs. Et donc, je plonge. C'est une bonne nouvelle. Oui. C'est des nouvelles perspectives. Ben oui. C'est se mettre... J'avais déjà aussi commencé à travailler plus en arrière de la scène, dans l'ombre, comme on dit, pour faire chanter des acteurs, faire du coaching vocal ou... Voilà, ou même pour des chanteurs lyriques qui ont des accents, les faire parler en français. Voilà, donc il y a une adresse que j'ai apprivoisée et donc du coup j'essaye. Maintenant il y a tout l'aspect esthétique, spatial, esthétique. De belles perspectives. Ouais. Quelle est l'œuvre qui a le plus influencé ta carrière ? L'œuvre qui a le plus influencé ma carrière, que j'ai pratiqué ou que j'ai... Peu importe. Au choix, ça peut être une ou deux œuvres. Une ou deux œuvres. Eh bien, j'ai joué une pièce qui s'appelle Le complexe de Thénardier, écrit par José Plia, un béninois contemporain, auteur contemporain. Donc je rencontrais cette écriture, je rencontrais un metteur en scène du Québec. Donc mon rapport dans l'espace était tout à fait différent. Le rapport à la langue de ce béninois qui était dans un français très, très construit, très développé. Et puis la rencontre avec Denis Marleau, ça m'a transformée dans toute l'approche du texte, l'approche du rapport à l'acteur, rapport au texte, rapport à l'espace, rapport au micro, absolument tout. J'ai déjà lu la pièce et je devais passer une audition. Je me suis dit, mais quelle audition ? Ce rôle est écrit pour moi. C'était la première fois que j'avais cette sensation-là et c'est vrai que ça m'a vraiment complètement transformée. Alors après, ça c'est du texte, comment dire, il y a toute la partie musicale. L'œuvre qui m'a le plus... Je pense pas qu'il y a une œuvre, alors on est toujours constitué de tellement de choses, mais moi qui aime mélanger le chant et le jeu, alors je dirais que Jacques Offenbach est un des créateurs. Je me demande bien pourquoi. Pourquoi ? Oh oui, on se demanderait pourquoi. J'ai baigné dans Offenbach étant petite, et donc je pense que ça prend ça. Mon papa a beaucoup chanté Offenbach. Mon père était un chanteur, acteur, comique. Oui, voilà. Et donc j'ai assisté toute mon enfance à des pièces comme La Belle Hélène, Les Contes d'Hoffmann, Orphée aux Enfers, La Fille du Tambour-Major. Enfin voilà, c'est vraiment... Et secrètement, j'apprenais à chanter en chantant les oiseaux dans la charmille, dans ma salle de bain, quand tout le monde était parti. C'est génial. Une œuvre qui t'a touché récemment. Tu viens d'en évoquer une, mais peut-être une autre, une œuvre écrite peut-être ? Une œuvre écrite qui vient de... Oui, ou musicale, vas-y, on va ratisser plus large. Un spectacle qui t'a touché récemment, dans lequel tu n'étais pas actrice ou metteuse en scène. Alors,
j'ai assisté au spectacle Celle que vous croyez. Je ne sais plus exactement, est-ce que c'était en janvier, enfin je ne sais plus exactement, mais j'ai assisté à... C'est mis en scène par Jessica Gazon, qui est une grande amie, et dont je connais le travail, parce que je vais toujours voir ses premières et ses dernières. Et puis là, j'ai assisté à une éclosion, en fait. Elle a adapté un roman, Celle que vous croyez, de Camille Laurence. Et j'ai vu cette adaptation mise au théâtre, pour le théâtre, et j'ai trouvé le travail absolument incroyable. Le travail de maturité, le travail de direction d'acteur. Son compagnon Quentin Marteau jouait dans la pièce. Ce sont des gens que je côtoie. Donc il y a des partis pris parfois, mais là j'ai été emmenée par les acteurs, j'étais emmenée par la metteur en scène, par les artistes. Et de voir cette avancée, cette maturité, cette construction, cette éclosion, j'étais fière comme un paon. Et rechargée. Et puis du coup, je lui ai écrit une lettre de motivation, chère Madame Gazon. J'ai eu l'occasion d'assister à votre travail. À toutes fins utiles, je me propose à vos services. Voilà, oui, non. Vraiment grand spectacle que j'espère que tout le monde aura l'occasion de voir. Quel est le livre qui trône sur ta table de nuit ? Eh bien, c'est Le Palais en noyer de Miljenko Jergović, qui est un auteur... Alors, est-ce qu'il est... Je pense que c'est un Croate de Bosnie, ou un Bosniaque de Croatie, mais je pense que c'est un Croate de Bosnie, qui a écrit donc Le Palais en noyer, qui est une biographie à rebours d'un personnage qui part de sa folie, de sa mort, enfin sa folie et puis sa mort, et qui, au fur et à mesure, en 15 chapitres, qui se déploient jusqu'à la naissance du personnage principal. Il détricote sa vie. Il détricote la vie, il détricote donc à travers la vie, l'intime d'une personne. Il parle des Balkans dans le XXe siècle, donc toutes les histoires de guerre dans les années 90, dans la première, seconde guerre mondiale, et toutes les questions, tout le rapport des femmes. Dans ce siècle. De l'intime, on va au politique, on va à l'artistique. Enfin voilà. Et je trouve que ce roman est absolument formidable. Et en plus, ça rejoint mes racines croates. Et donc, je lis le livre, et il y a des villages, des criques, que j'ai l'impression d'être là-bas, de connaître tous ces lieux, d'avoir les odeurs, d'avoir les sons, les grillons, les odeurs. Voilà, ça me prend. Imaginons que tu puisses t'entretenir avec une ou un artiste mort durant une soirée. Louis de Funès. Louis de Funès, par le fait que j'ai une profonde et grande admiration pour ce monstre de petit monsieur, monstre de travail, monstre d'humilité, de simplicité, d'exigence et de simplicité, je veux dire aussi par le fait qu'il était très attaché à la terre, à faire pousser, à cultiver, voilà, la qualité et la précision. J'aurais aimé peut-être passer une soirée où
lui dire j'ai une scène que je voudrais travailler, je bloque à cet endroit-là, est-ce que vous pourriez m'éclairer? Voilà. Il cultivait son jardin au sens propre comme au sens figuré. Tout à fait. Quel sublime personnage. Après, l'humain qu'il était, je ne sais pas, il avait l'air assez taciturne, mais ça ne me fait pas peur. J'aurais aimé l'approcher de plus près et lui poser des questions. S'il avait toute la nuit, j'aurais osé toute la nuit. Il allait dormir tôt, il paraît. Il allait dormir tôt, alors j'aurais demandé un rendez-vous en matinée. Pour parler de la scène, c'est important pour toi la scène, le spectacle vivant? Oui. Oui. Pour moi, c'est essentiel. Alors ça fait 15 ans que je travaille, alors je ne suis pas du tout en mode automatique, mais la période qui vient de se dérouler pendant ce confinement, on a tous été privés de spectacles, pas par intermédiaire d'écran aussi, mais on a eu l'occasion, mais comme je disais l'autre jour, je me suis fait réveiller par un concert. Je dormais profondément et la musique est arrivée à mes oreilles. Je me suis dit, du gros son quelque part, il y a de la musique, il y a un concert, c'est pas possible. Je me suis rendu compte que ça m'avait énormément manqué. Je suis sortie prendre un café, un croissant, et j'ai cherché. Je me suis laissée guider par le son, et en fait, c'était vraiment tout près de chez moi. Et il y avait un groupe avec 7-8 musiciens, une chanteuse, un chanteur, et ça jouait du Stevie Wonder. Et non seulement depuis, j'écoute Stevie Wonder en boucle chez moi, parce que je me suis dit, mais quelle joie! Il amène, ce gars, c'est un monstre aussi. Et puis, j'ai été émue. En dansant avec mon café et ma couque, j'ai été émue et je pleurais d'émotion, hein, pas de tristesse, mais de réaliser à quel point ça m'avait manqué et à quel point sentir les artistes, les interprètes, voir les techniciens qui sont là en plein jour et de sentir toute cette énergie et de voir le public qui était présent en distance, mais présent et qui sautait. Ils ont fait danser tous les gens qui étaient là autour. J'étais derrière un buisson et je dansais. Enfin, c'était assez merveilleux. Donc oui, 1000 fois oui, c'est essentiel. L'art vivant. Bien sûr. Oui. Un parfum. Quel est le parfum qui t'inspire? C'est un peu une question qui sort du contexte, mais en même temps pas tellement, parce que ça peut aider énormément un parfum. Ça te donne une certaine assurance ou pas. Ça te rappelle des choses, ça te met en situation. Ah ben oui, moi le parfum des choses occupe une place très importante chez moi depuis que je suis toute petite. J'ai un frère jumeau qui m'engueulait toujours, me disait « Oh Muriel, toi avec tes odeurs toujours à les sentir », donc je mets mon nez toujours... j'ai pas un parfum, mais les odeurs m'arrivent et peuvent révéler... par exemple, j'arrive ici, l'odeur de la cuisine d'à côté me fait rêver, m'emmène dans un jardin à faire un barbecue ou être en vacances, des odeurs de feu, les odeurs des fleurs, l'odeur d'un champ qui vient d'être, ou d'une pelouse qui vient d'être coupée, voilà, peut éveiller plein de choses chez moi. Je mets du musc blanc, voilà, parfum de mon enfant, naturel. Qu'est-ce que je ferais si j'étais privée d'odorat? Je pense que il y aurait toute une partie de ma palette de nuances qui s'en irait. Bah, ça fait partie des sens. En Oui. tout cas, un des sens essentiels. Oui. Qui permet de transcender l'instant, de voyager, d'imaginer. Oui. Et dans des zones avec des couches de subtilité, des nuances
incroyable. Ah oui, le parfum. D'ailleurs, ce roman que j'ai lu adolescente m'avait... Même si tout n'y sent pas bon. Hein. Tout n'y sent pas bon, non. Mais les odeurs qui ne sentent pas bon ne m'effraient pas non plus. En général, elles participent à la fabrication, à l'assemblage d'un parfum. Il y a souvent des notes très particulières. Ah, mais petite, je me suis essayée. J'ai pris des feuilles de magnolia que j'ai essayé de... Au bout de 3 jours, ça n'avait plus vraiment... ça sentait plus trop le magnolia. Ça sentait plus trop le magnolia, non. Je vais lire un extrait de fiction, une pièce écrite par Stéphane Pirard et que je mettrai en scène prochainement. Première mise en scène. Stéphane dit: Michou est marié à Dany. Juju est marié à Bichette. Michou couche avec Bichette. Juju couche avec Dany. Donc, Michou est marié à Dany, Juju est marié à Bichette, Michou couche avec Bichette, Juju couche avec Dany. Dany tombe enceinte de Juju. Clinique des Bruyères, Fléron, de Dany naît Zouzou. Michou et Juju cherchent à se mettre d'accord. Qui des deux donne son nom à Zouzou? Zouzou ayant été conçu hors mariage, Michou, Juju et Dany gardent le secret et décident que Michou, l'époux de Dany, donne son nom à Zouzou. Pas dupe, Dadou, le papa de Michou, voyant Zouzou, dit « Il n'a pas né de chez nous ». Dans la maison de Michou, Dany, Zouzou et Chupu, la grande sœur de Zouzou, vivent avec eux Juju et Bichette, la première marraine de Zouzou. Puis c'est la chaise musicale. Tout le monde se sépare et se remet autre part. Michou prend Luce, à peine séparé de Phil, l'ami de Juju. Juju prend Dany, Bichette est éliminée et repart de son côté. Chupu et Zouzou vont vivre avec Dany et Juju à Bautrange. Sans le savoir, Zouzou vit avec son père biologique. Pépé, le papa de Juju, insiste. Il veut que Zouzou porte son nom. Mais Juju dit non. Chez Michou, Chupu et Zouzou partagent leur chambre avec les enfants de Luce et Phil, Bincuit et Charcuterie Rousseau. De Dany naît Didi, le demi de Zouzou. Zouzou a 10 ans. Dany annonce que Juju est le papa de Zouzou. Pour Zouzou, cet aveu change la donne par rapport à Chupu et Didi. Chupu devient la demi-sœur de Zouzou au lieu de sa sœur, et Didi son frère au lieu de son demi-frère. Zouzou n'en parle jamais, ni avec Michou, ni avec Juju. Il est confus. Du coup, à qui faire un cadeau pour la fête des pères? La réponse est taboue. Car Zouzou est arrivé comme un cheveu dans la soupe à l'époque où ses parents pratiquaient l'échangisme.